Si vous avez vu la première partie de cette chronique en 3 épisodes, vous savez forcément une chose. Le Kanto de Pokémon rouge, bleu et jaune tire ses inspirations du réel. Le voyage est loin d'être terminé. On a des bails à translucider. Si les traducteurs ont choisi la lavande pour l'étymologie française de Lavandeville, il faut s'intéresser aux versions japonaises de Pokémon pour comprendre à quoi le nom original renvoie. En japonais, Lavandeville s'appelle Shion, référence à la fleur du même nom, plus communément appelée Aster tataricus en occident. Dans le Hanakotoba, le langage basé sur la symbolique japonaise des fleurs, l'Aster incarne le souvenir. Et c'est bien autour du souvenir qu'est centrée Lavandeville, qui est donc la ville du deuil, matérialisée par sa tour cimetière où plusieurs habitants confessent avoir repéré des formes étranges. Comptant parmi les inspirations de Lavandeville les plus parlantes, Narita est l'endroit du souvenir et de la commémoration. Si vous êtes déjà parti au Japon, il y a de fortes chances que ce lieu vous rappelle quelque chose. C'est à Narita que se trouve le plus grand aéroport du pays, à 1h30 de Tokyo. Parmi les foules de touristes pourtant, peu connaissent la ville en elle-même, alors très fréquentée par les Japonais. Ville de 120 000 habitants pour 214 km², Narita cumule les lieux d'intérêt, collectionne les rues pittoresques et affiche sa proximité avec la nature. Quand vient le printemps, les visiteurs affluent pour voir les abricotiers en fleurs. À la fin de l'automne, ils reviennent fatalement pour fêter les feuilles en feu. Pour montrer à quel point le souvenir fait partie intégrante de Narita, il faut parler des recherches qui s'y sont déroulées. Avant d'y installer son aéroport, le site a été le théâtre de fouilles historiques majeures. On a découvert des outils préhistoriques ainsi que de nombreux coquillages datant de la période Jomon. Aujourd'hui, ces trouvailles sont exposées à Bosso no Mura, musée historique de Narita au concept particulier. Le musée prend la forme d'un quartier aux couleurs de l'époque Edo. L'endroit est vivant et laisse aux visiteurs l'occasion de s'essayer au mode de vie traditionnel. Mais surtout, et c'est là où les liens avec Lavandeville s'épaississent, on trouve à Bosso no Mura un parc où sont éparpillés 120 kofun, découverts eux aussi pendant les fouilles archéologiques. Alors, qu'est-ce qu'un kofun ? C'est une sorte de tumulus japonais, un monticule en terre ou en pierre recouvrant une sépulture. Les kofuns sont liés au shintoïsme et leur utilisation remonte entre le 3e et 6e siècle. Ils se présentent sous plusieurs formes, mais la majeure partie d'entre eux ont la particularité d'être façonnés en trous de serrure. Ici, on peut dire que leur verticalité renvoie à un aspect de la tour cimetière de Lavandeville. Mais la tour Pokémon s'inspire surtout du monument le plus populaire de Narita, le temple Shinsoji. Érigé en 940, Shinsoji est le temple principal de l'école Shizan, une branche dérivée du bouddhisme. Chaque année, ce sont plus de 13 millions de personnes qui viennent le visiter à l'occasion de cérémonies religieuses, comme le Tsubun en février, le festival Taiko en avril, mais surtout le festival Gion en juillet. Lieu paisible, le domaine de plus de 16 hectares environnant le temple recense environ 1070 stèles funéraires. Typiquement japonaise, on retrouve les mêmes stèles aux formes épurées dans la tour cimetière de Lavandeville. D'ailleurs, les exorcistes qu'on trouve là-bas renvoient à des prêtresses shinto. Tous ces éléments amènent une question de fond. Quel est le rapport des Japonais avec la religion ? Si la population est majoritairement non-croyante, il semblerait que la religion soit encore bien présente, mais reléguée au rang de pratique culturelle. Parmi les millions de Japonais en pèlerinage au temple Shinsoji, peu se considèrent comme vraiment religieux. Il n'est pas rare par exemple pour les Japonais d'assister à des enterrements bouddhiques, de participer à des rites shinto ou de fêter des mariages chrétiens. Rien d'étonnant donc si on continue de trouver des références religieuses parmi les œuvres japonaises. Que la tour de Lavandeville se dresse sur 7 étages n'a rien d'un hasard. Dans la tradition bouddhique, le chiffre 7 c'est primordial. Les Japonais fêtent la naissance d'un enfant et pleurent la mort d'un proche le 7e jour, au moment où l'âme est prête à passer dans l'autre monde.
Si le fantôme de la mère d'Osley affronte le joueur devant l'escalier menant au 7ème et dernier niveau, c'est parce que son âme est coincée dans ce monde. Quand le joueur la délivre, l'ossature atteint l'étage supérieur et peut enfin trouver l'apaisement dans l'au-delà. Dernière chose, une grande partie des Pokémon s'apparentent aux yokai, des créatures surnaturelles du folklore japonais, mais ça, on y reviendra sûrement un jour. Les fantômes de la tour Pokémon, quant à eux, tirent leur inspiration d'une catégorie particulière de yokai, les yurei. Alors qu'est-ce que c'est ? Disons que ce sont des créatures qui s'apparentent aux spectres ou aux fantômes occidentaux. Les légendes urbaines de yurei sont courantes au Japon, et leur présence dans les médias est importante, puisqu'on les retrouve dans les films d'horreur les plus populaires du pays. Dans le cas de la mère d'Osley, on parlerait plus précisément d'Ubume, des yurei féminins de mères séparées de leurs enfants ou mortes en couche. Comme quoi dans Pokémon, même les détails trouvent leurs racines dans le réel. Céladopole tient son nom français du céladon, une faïence verte qu'on retrouve à travers un tas de céramiques et autres poteries traditionnelles. Cette traduction a dû en erreur, puisque le nom original de Céladopole c'est Tamamushi, un terme qui renvoie au scarabée joyau. Et si on voit bien que l'insecte arbore une carapace verte, le coléoptère a surtout été choisi pour son iridescence. Par sa position centrale sur la carte de Kanto, Céladopole partage un panel de couleurs comme le confirme son slogan, qualifiant la métropole de ville arc-en-ciel. De là on comprend mieux pourquoi Céladopole trouve son double dans le quartier de Shinjuku. Cascades de néons et bornes d'arcade. Parmi les 23 arrondissements de Tokyo, Shinjuku est le plus coloré. Centre commercial de la capitale, Shinjuku est construit autour de la gare la plus fréquentée du monde et compresse 340 000 habitants sur 18 km². Je vais dire ça autrement pour que vous saisissiez à quel point c'est dingue. Là-bas, en théorie, 18 personnes se partagent un seul petit mètre carré. Enfin bref. En soi, Shinjuku n'est pas vraiment un quartier, mais plutôt un assemblage de quartiers très différents les uns des autres, ce qui envoie une fois de plus à l'aspect multicolore de Céladopole. On reconnaît le quartier d'affaires de Shinjuku à sa skyline, d'immenses tours métalliques qui se bousculent, toutes plus imposantes les unes que les autres. Le palmarès de la tour la plus impressionnante revient sans doute à la mairie de Tokyo. Culminant à 242 mètres, c'est le deuxième plus haut gratte-ciel de la ville. En dépit de sa démesure, le quartier d'affaires de Shinjuku reste un endroit plutôt calme et très propre, vivant au rythme des heures de bureau, occasionnant le fait qu'on y trouve également de nombreux hôtels comme le Keio Plaza ou le parc Yacht Tokyo, pour ne citer que. À Céladopole, c'est au manoir Céladon que séjournent les avatars des développeurs du jeu. D'ailleurs, le terme manoir est une traduction hâtive empruntée à l'anglais mansion, qui en japonais ne décrit pas un manoir, mais une résidence typiquement japonaise. Ça explique pourquoi on trouve des escaliers à l'extérieur du bâtiment, qui suit les normes de sécurité du pays. À 5 minutes du quartier des affaires, on a le quartier commercial de Shinjuku. L'ambiance est radicalement différente. Reflétant le dynamisme et la modernité, tout est bruyant, coloré, les trottoirs sont encombrés et la publicité omniprésente. On trouve énormément de restaurants, mais c'est surtout ici que s'amassent les gros magasins d'électronique comme le Big Camera ou le Sakura. Depuis les années 50, la société de consommation fait partie intégrante de la culture nippone. Les centres commerciaux ont une importance toute particulière et peuvent atteindre une taille impressionnante. Certains d'entre eux ouvrent l'accès à leur toit, permettant de boire une bière en profitant de la vue sur la ville, ce qui renvoie au centre commercial de Céladopole. Situé à l'ouest de Tokyo, entre les gares de Shinjuku et Sendagaya, le jardin impérial est un parc immense en plein cœur de la ville. Complété en 1906 et ancienne résidence de la famille Naito, ce parc a été ouvert au public après la Deuxième Guerre mondiale. Totalisant plus de 20 000 arbres, le jardin est célèbre pour ses 1500 cerisiers de 3 espèces distinctes, offrant une floraison étalée sur le début du printemps. Au-delà de ça, le jardin impérial de Shinjuku se divise en 3 sections. Un segment français, un espace anglais et une partie japonaise. De plus, une maison de thé est ouverte aux visiteurs, ainsi qu'une serre pour admirer d'étonnantes plantes subtropicales. En plein Tokyo, le spectacle a quelque chose de surprenant, d'inespéré. Paradis tranquille dans le fourmillement urbain, le jardin impérial renvoie à la figure calme d'Erika et explique pourquoi, malgré ses nombreux bâtiments, Céladopole est entourée de verdure. De ce constat, il faut s'intéresser à la reine de la ville. C'est pas un hasard si celle-ci se compose uniquement de femmes. Dans les années 80, le quartier de Shinjuku a un poids culturel énorme, notamment sur la culture féminine.
C'est à cette époque que se développe la culture du kawaii, avec l'apparition de Hello Kitty dès 1974. Perçu d'abord comme une mode féminine, le kawaii est devenu avec le temps une véritable attente des hommes japonais. Avec l'émancipation féminine qui a suivi, les femmes se sont petit à petit éloignées de cette tendance. Au Japon, la femme idéale n'existe donc plus, elle est par essence virtuelle, et c'est bien ce qu'incarne Erika, dans sa perfection traditionnalisée et ses phases de sommeil féeriques. Élégante en kimono, elle enseigne l'ikebana, ou l'arrangement floral, une discipline très codifiée et esthétique. À l'image du jardin impérial, elle incarne la tradition au sein de la modernité, une touche d'imaginaire dans le monde réel. Le kabukicho, c'est le théâtre de la vie nocturne. Nommé d'après un théâtre de kabuki dont la construction n'a jamais été mise en route, le Kabukicho est le quartier rouge de Shinjuku avec ses bars à hôtesses, strip club et love hotel. Le quartier doit aussi sa réputation à ses grandes salles de jeu. Ce qui nous amène au casino de Celadopol. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'au Japon, les jeux d'argent sont illégaux. Bon, faut dire que des subterfuges ont été mis en place pour contourner la loi. Les pachinko, sorte de machines à sous déguisées, permettent de remporter des jetons que l'on peut échanger contre des cadeaux. Très répandues, ces machines ont longtemps été liées à la pègre et ils sont généralement encore à Tokyo. Il faut préciser aussi que par essence, les yakuza sont liés aux jeux d'argent. L'étymologie de leur nom renvoie à une main perdante, eux qui étaient considérés à l'époque Edo comme des losers et des marginaux. Avec ces nombreuses salles de jeu, rien d'étonnant donc à ce que le Kabukicho se soit forgé une réputation de repère à yakuza. Et en fin de compte, rien de surprenant non plus à ce que le repère Rocket trouve sa place au sous-sol du casino. Dernier point, l'étang au tas de morve. Si le point d'eau ne proposait que des Pokémon aquatiques dans les premières versions, les choses ont changé avec Or et Argent, où des tas de morts vont proliférer dans les eaux de Celadopol. En revenant sur la conception de Kanto, les créateurs ont avoué que l'étang au tas de morts portait un message cher à leurs yeux. Symptomatique du début de la prise de conscience environnementale, la pollution des villes et les travers de l'urbanisation sont un thème fort pour Tajiri, comme on a déjà pu le voir. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'un endroit comme l'étang au tas de morts ne parle pas seulement qu'aux enfants japonais. Pendant notre tour de Kanto, on a déjà pu remarquer que Game Freak s'était inspiré de villes et de localités plus ou moins datées dans le passé. Jusqu'ici, on n'avait pas encore vu les développeurs tirer leur inspiration de monuments à naître. C'est chose faite avec la piste cyclable de Kanto. Si les jeux sont sortis en 96, ce n'est que le 18 septembre 97 qu'une infrastructure du même type a vu ses portes ouvrir dans le Kanto réel. Nécessitant 9 ans de travaux pour un coût pharaonique de 11 milliards de dollars, la Tokyo One Aqualine enjambe la baie de Tokyo. Longue de plus de 23 km, l'Aqualine exhibe un pont de 4,5 km mais intègre également un tunnel sous l'eau, 4ème galerie aquatique au monde. L'utilité de l'Aqualine réside dans le fait que la structure relie deux régions industrielles, la préfecture de Chiba à celle de Kanagawa, réduisant le temps de trajet autrefois long de 90 minutes à 15 minutes en voiture. Pendant les week-ends et en été, l'Aqualine permet également aux citadins de s'évader dans la péninsule de Bozo. Ce qui nous amène à Parmani. La localité tire justement son inspiration de la plus grosse ville au sud de Bozo, Tateyama. Avec une population de 49 000 habitants pour une superficie de 110 km², Tateyama profite d'un climat subtropical humide. Traduction, des étés très chauds et des hivers frais. La ville s'illustre pour ses floraisons précoces et l'on vient admirer les fleurs écloses dès le mois de janvier. L'économie de Tateyama s'appuie en partie sur l'horticulture, mais par sa proximité avec la mer, la ville repose également sur le commerce de poissons et profite surtout du tourisme en été. Faut dire qu'à cette période, la population de Tateyama augmente sensiblement. Proche de Tokyo, la destination est idéale pour les vacances, forte de ses plages où la pratique du surf est inévitable. Ville tropicale du sud de Kanto, Parmani est également bordée par la plage où le joueur aura l'occasion de surfer pour la première fois. Tateyama propose aussi d'autres activités et offre chemin de trail ou pistes cyclables. Mais ce qui interpelle, c'est la présence du parc Shiroyama, un observatoire populaire parmi les ornithologues. En étudiant la carte du Kanto fictif, on s'aperçoit que la totalité des ornithologues du jeu se concentre à Parmani et sur les routes à l'est et à l'ouest de la ville. Coïncidence ? J'y crois pas. La description de Parmani parle d'une ville mêlant tradition et modernité. Des valeurs qui se retrouvent au cœur de la localité où l'arène, le centre de soins et la boutique Pokémon sont curieusement emmurés. Une référence probable aux villes-châteaux japonaises, les Jokamachi. Flashback. C'est à la fin du XVIe siècle que les villes-châteaux ont été mises en place. Articulés autour de la forteresse du daimyo, seigneur aux ordres du shogun, les Jokamachi ont d'abord servi de résidence au daimyo et à ses sujets. Mais en 1588 au Japon, c'est la chasse aux épées. Pour éviter d'être renversé, le shogun demande à l'armée de battre le pays pour confisquer les armes des seigneurs les plus puissants. Privé de son arsenal, la noblesse voit ses châteaux désarmés. Toujours sous l'égide des daimyo, les villes-châteaux deviennent alors des centres administratifs locaux et accueillent les garnisons militaires du shogun.
c'est-à-dire des samouraïs. Au-delà de ça, tout un écosystème se forme dans les villes-châteaux qui recensent marchands et fermiers. Avec le développement du commerce, les jokamachi deviennent les centres économiques et politiques de chaque province. Dans ce cadre hiérarchique bien marqué, les demeures des samouraïs étaient séparées des autres habitants. Quant au château, cœur de la ville, il était souvent surélevé, situé sur une petite colline. Parmanie répond bien à ce modèle, puisqu'on retrouve les restes de fortifications, comme expliqué tout à l'heure. Le centre Pokémon et la boutique renverraient à la diversité des corps de métier des jokamachi. Quant à la reine de Koga, celle-ci serait directement inspirée du château de Tateyama. Érigé en 1580 par Satomi Yoshiyori dans le but de garder l'entrée de la baie de Tokyo et pour contrôler le terrain, le château finira par tomber aux mains de l'État, qui réaménagera l'espace en musée. À l'image de Parmanie, ville traditionnelle et moderne, le château est à la fois un lieu du passé et du présent. Et c'est là qu'on peut aborder Koga. Sur le modèle de Parmanie, le mec c'est un mélange de tradition et de modernité. En plus de faire partie du folklore, l'archétype du ninja a largement été réutilisé dans les mangas, les animés et les jeux vidéo. À force d'adaptation et de localisation, c'en est devenu une figure connue de tous. Koga penche surtout du côté de la culture populaire puisque son apparence renvoie de très près au ninja Akakage, dont il partage la tenue. En soi, ça n'a rien d'étonnant. Petit, Satoshi Tajiri était un fan absolu d'Akakage. Ce qui explique pourquoi il a intégré le héros de son enfance à Pokémon Rouge et Bleu. Dernier détour, le parc Safari. Avec ses Pokémon uniques, le parc Safari s'inspire du parc de Minami Boso. Protégée pour son écosystème, cette réserve naturelle s'étend sur plusieurs portions de la péninsule de Bozo et possède donc une faune et une flore variées. Mais ce que je veux surtout éclairer, c'est qu'au-delà de la référence à la localité japonaise, le parc Safari renvoie au modèle universellement connu du safari africain. Une évidence renforcée par la présence de Pokémon comme Rhinocorn, Kangourex et Tauros. Maintenant une question se pose. Est-ce que le parc Safari est un cas isolé? Est-ce que d'autres lieux dans les premières versions de Pokémon s'inspirent d'endroits hors du Japon? Réponse dans la dernière partie.